Bonjour à tous, bienvenue sur France Info, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. À la une, la situation sanitaire dramatique aux Antilles. En Martinique, les taux d'incidence explosent et les malades affluent plus que jamais à l'hôpital. Nos équipes se sont rendues dans un service de réanimation sur l'île, témoignage édifiant. Et face au virus, la vaccination reste l'arme la plus efficace, annoncent les autorités. Mais pas facile de se faire vacciner dans les zones les plus reculées du territoire. Certains s'organisent donc pour amener le vaccin au plus près des habitants. L'Algérie, toujours en proie aux flammes. Depuis 3 jours, c'est toute la Kabylie qui s'embrase. Au moins 69 personnes sont décédées face au sinistre. Des habitants se portent volontaires malgré les risques pour venir en aide aux victimes. Nous serons en ligne avec un de ces habitants sur place. Et on commence donc par cette situation dramatique dans les Antilles. Depuis hier, la Martinique est strictement reconfinée et depuis aujourd'hui, c'est la Guadeloupe qui a mis en place ce confinement. Sur place, les chiffres s'affolent, près de 1900 cas pour 100 000 habitants. La 4e vague sature en tout point les services hospitaliers. Pour se rendre compte de la situation dramatique, France Info vous propose avec nos équipes en Martinique un document en immersion dans le CHU de Fort-de-France. On y voit des patients, parfois très jeunes, qui témoignent. Le reportage est signé Cécile Mar et Marc Balsa. Attention, certaines images peuvent choquer. Ils sont partout, les malades du Covid. Partout. Dans les box, les couloirs, les salles, les tentes installées à l'extérieur des urgences. Une réalité qui glace le sang et qu'affrontent jour après jour les soignants de l'hôpital. 18h, entrée des équipes de nuit, une nouvelle patiente. 1, 2, 3. Céline, infirmière à gauche, Nathalie, aide-soignante à droite, vont la prendre en charge. La dame est âgée d'une 60aine d'années. Son soulagement quand elle reçoit de l'oxygène serre le cœur. Attendez, madame, attendez. Allez, on respire tranquillement, ça remonte là, madame. Sur ce cahier, les entrées Covid de la journée. La prise en charge commence ici, pleine d'embûches. Vu l'afflux de patients qu'il y a eu aujourd'hui, on n'a plus de place. On va mettre les patients sous O2. Donc pour l'instant, madame, on va la laisser avec l'obus à oxygène, puisqu'on n'a plus de place. Ils sont 54 ce soir-là, en attente d'être transférés dans l'un des 17 services Covid, ouverts dans les différents hôpitaux de Martinique. La répartition se fait dans cette salle de contrôle, parmi ceux qui attendent tous les âges et tous les profils. Après ça, qu'est-ce qui te reste comme place? Dis-moi qu'il te reste de la place, parce que c'est assez tendu ici. Cédric est un jeune de 29 ans. Ses premiers jours de Covid se sont passés sans problème, puis une brutale chute d'oxygène repérée grâce à son oxymètre. Moi-même, j'ai pas pu savoir que j'étais en insuffisance en fait. Et c'est quand on a appelé le médecin et qu'on lui a lu les données j'ai oublié le nom de la machine, que le médecin clairement a dit ça. Comme tous les patients, Cédric doit passer un scanner. C'est là que l'on mesure l'atteinte aux poumons et c'est l'un des critères d'orientation. Quasiment tous les patients ont des lésions. Quand on fait des scanners de Covid, que des scanners Covid, je dis qu'il y en a beaucoup. Il y a aujourd'hui près de 340 Martiniquais hospitalisés du Covid. Félix Héraclide, élu du Marigot, est l'un d'eux. Il a du mal à parler, mais il tient à témoigner pour la population. Faites attention à vous. Respectez les gestes barrières. Ne faites pas du n'importe quoi. Ceux qui ne veulent pas se vacciner, c'est leur problème. Prenez les vaccins. Parce que moi, j'avais pris rendez-vous, j'ai pas eu le temps de prendre ce vaccin. Je l'ai eu avant, mais j'espère que je me sortirai, je prendrai mon vaccin. Je vous assure, je suis très malheureux. C'est ça tous les jours. On va aller en secteur, mais j'attends, j'ai plus de place. Voilà. La prise en charge commence ici et parfois s'y arrête quand les services sont saturés et que le patient a moins de chances de s'en sortir. Le tri, c'est aussi comment dire. Là, je suis un peu ému, mais c'est non pas laisser de côté, mais c'est se dire, quoi que l'on fasse,
le patient va décéder parce que soit les capacités de prise en charge seront dépassées pour lui-même ou bien pour la structure. Effectif réduit, pression de ceux qui sont dans le déni, peur avec des cas dans leur rang ou dans leur famille. Cette détresse, c'est aussi celle des soignants qui voient mourir dans leur service 5 à 10 personnes par jour et qui voudraient désespérément être compris. Et en France, le constat est sans appel. L'épidémie regagne du terrain dans de nombreux territoires. On retrouve dans le cœur de la rédaction de France Info Marine Zambrano. Marine, les chiffres augmentent un petit peu partout. Et oui, tous les indicateurs sont en hausse. On le voit ici derrière moi sur les graphiques. Toutes les courbes remontent, à commencer par le nombre de nouveaux cas de Covid. Hier, par exemple, on avait 30 920 nouveaux malades, un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis fin avril, donc au moment du 3e confinement. L'autre indicateur, c'est celui des personnes en soins critiques, plus 30% en une semaine, 1745 personnes donc, en soins critiques actuellement, et le seuil de 9000 personnes hospitalisées pour Covid-19 a été dépassé, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis fin juin. Évidemment, en France, toutes les régions ne sont pas égales. On le voit sur cette carte. C'est essentiellement les zones côtières qui sont touchées, là où les Français sont en vacances, et surtout donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Occitanie ou encore en Corse, où le taux d'incidence, c'est-à-dire le taux pour 100 000 habitants, est de 500 cas, plus de 500 cas parfois pour 100 000 habitants. Alors, toutes ces régions sont donc en alerte et ont mis en place le plan blanc dans les hôpitaux. Pourtant, en Occitanie, on craint une saturation des hôpitaux d'ici la fin de la semaine. Merci beaucoup Marine. Et vous, justement, vous en parliez de l'Occitanie. Les hôpitaux tirent la sonnette d'alarme. Les services de réanimation et les urgences seront bientôt saturés. Les soignants, eux, sont épuisés. Écoutez à ce propos le directeur du SAMU en Haute-Garonne, Vincent Boone. Il était notre invité sur France Info tout à l'heure. On a une charge de travail importante, du pré-hospitalier jusqu'à la réanimation. On a des patients qui sont lourds, on a des patients qui sont pas vaccinés, il faut le préciser. On a des patients qui sont jeunes. Et puis une fatigue des soignants en corollaire et clairement un hôpital qui est pas loin effectivement du taux de saturation. Voilà. Et puis on trouve aussi ce que je constate, c'est un petit peu d'incompréhension en tout cas du monde des soignants. Il faut bien vous dire que 99% des patients hospitalisés actuellement en état grave au CHU de Toulouse ne sont pas vaccinés. Et nous, on a du mal à comprendre ça. On a du mal à comprendre quand on voit ces gens graves, quand on voit ces morts, puisqu'on a des morts de la Covid, on comprend pas que le traitement étant si simple et si pratique, les gens s'opposent à cette violence-là à un vaccin qui sauverait des vies. Et face à la situation sanitaire qui s'aggrave, la vaccination reste un enjeu national pour protéger la population. Environ 33% des Français n'ont reçu encore aucune dose, parfois à cause de la logistique dans les zones rurales les plus reculées. En Occitanie, un camion a donc décidé d'amener directement le vaccin aux habitants à Verdun-sur-Garonne. C'est dans le Tarn-et-Garonne. 150 personnes avaient pris rendez-vous ce matin. Reportage Christophe Nédart et Sylvain Duchamp. 7h30 du matin, le camion est déjà en place. C'est Olivier Noguig, pharmacien dans cette commune de 5000 habitants, qui s'occupe des vaccins. 350 doses sont disponibles pour la journée. Là, il est clair que ça va permettre de vacciner énormément de gens et ça va donner accès à la vaccination à des personnes âgées ou qui n'ont pas la capacité ou la possibilité à prendre des rendez-vous par Internet. Donc pour moi, c'était essentiel. À l'intérieur de la salle des fêtes, les rendez-vous s'enchaînent. Près de 150 sont prévus aujourd'hui. Beaucoup sont là pour une première dose. Qu'est-ce qui vous a décidé aujourd'hui d'aller vous faire vacciner ? Parce que c'était dans la commune. Parce qu'autrement, il fallait se déplacer à Castel-Sarrazin, Beaumont-Nomagne. Et quand on n'a pas de mobilité au niveau véhicule, donc l'opportunité, voilà. Je ne vois pas pourquoi on aurait fait 25 ou 30 km. Alors qu'on doit normalement économiser de l'essence, ne pas polluer, tout ça, alors que c'est plus facile de déplacer, je pense, un minibus pour 200 ou 300 personnes, que non pas que chaque personne prenne sa voiture et s'en aille 40 ou 50 km à l'extérieur. L'objectif de ce camion itinérant semble atteint, car il s'agit bien de faciliter la vaccination dans les zones rurales, comme le Tarn-et-Garonne, où seuls 2/3 de la population a eu sa première dose. Le canton de Verdun-sur-Garonne n'échappe pas à la règle. Et il y a un moindre taux vaccinal sur le canton de Verdun que sur le reste du département.
D'où l'urgence d'envoyer le camion. D'où l'urgence d'être en proximité des citoyens pour leur permettre cette vaccination. Le camion reviendra le 3 septembre dans cette commune pour permettre aux primo-vaccinés d'avoir leur deuxième dose. L'actualité à l'étranger marquée par ces incendies incontrôlables en Algérie. Une centaine de départs de feu est recensée depuis 3 jours maintenant en Kabylie. Au moins 69 personnes ont péri dans les flammes. Des habitants, parfois des pompiers. Le président Abdelmajid Tebboune a décrété 3 jours de deuil national. Jules Boudier. La Kabylie continue de brûler malgré les efforts de la population et quelques rares pompiers. Le bilan s'alourdit, au moins 69 personnes ont trouvé la mort depuis lundi. Les dégâts matériels sont impressionnants. En 20 minutes, il ne restait plus rien de ce village. Toute la population a été évacuée vers la mosquée, avec les femmes, les enfants et le reste des habitants étaient piégés ici. Il est de notre devoir de faire quelque chose et de ne pas rester les bras croisés. Comme c'est de notre tradition toujours de se prendre en charge soi-même ici en Kabylie. D'après le gouvernement algérien, ces incendies auraient des origines criminelles. Hier, 4 suspects ont été arrêtés. L'un d'entre eux serait passé aux aveux selon les autorités. La France a annoncé l'envoi de 2 Canadair et un avion de commandement vers le nord de l'Algérie pour tenter de lutter contre les flammes. Et vous l'avez vu, les habitants et les pompiers qui continuent aujourd'hui de lutter contre les flammes. Certains, au péril de leur vie, se portent volontaires. Bonjour Aziz Oussif, vous êtes un habitant de la région de Kabylie. Vous vous portez volontaire justement depuis 3 jours maintenant. Racontez-nous la situation sur place aujourd'hui. Bonjour monsieur, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation est apocalyptique. C'est très difficile ce qui se passe ici en Kabylie. Là, il y a plus de 510 foyers d'incendie dans la région et la population n'arrive pratiquement pas à faire face. Alors justement, comment s'organisent les secours? Vous vous portez volontaire, vous personnellement. Est-ce qu'il y a encore des familles à aider aujourd'hui? Oui, il y a plusieurs zones sinistrées. Nous en accueillons plusieurs qui sont évacués de ces zones vers la ville de Tizi Ouzou, le chef-lieu. Oui, on en reçoit quotidiennement une dizaine, oui. Comment s'organisent ces secours? Vous travaillez avec les pompiers, parfois vous y alliez seul, racontez-nous un petit peu. Nous sommes une bande de copains qui sont bénévoles. Nous essayons d'acheminer les aides que nous recevons à partir de toute l'Algérie. Il y a des gens qui nous envoient leurs aides, les dons des autres wilayas, de l'Est, de l'Ouest, du Sud. Et nous, notre travail, c'est de faire le tri et de s'occuper de la logistique ici à Tizi Ouzou pour acheminer justement ces dons vers les zones sinistrées. Alors, combien de personnes aujourd'hui il reste à aider? En fait, combien de personnes vous avez secouru depuis 3 jours? Depuis 3 jours, nous avons fait quand même une dizaine de villages. Ici à Tizi Ouzou, donc pratiquement des centaines de familles vers lesquelles nous avons acheminé de la nourriture et des médicaments, même des structures hospitalières, nous avons pu leur acheminer des tons de médicaments qui nous ont été donnés. De quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui? De l'aide matérielle, de l'aide humanitaire? Expliquez-nous. Principalement, ce qui manque en ce moment, ce sont les médicaments. De la biafine, du tulgras, des compresses, du sérum salé. Voilà, c'est ce qui manque actuellement. Et combien de temps pensez-vous pouvoir tenir dans ces conditions? Nous tiendrons le temps qu'il faut. Avec l'aide de tous les Algériens, nous tiendrons le temps qu'il faut. Même si nous espérons que ça puisse durer le moins possible, mais nous ferons face. Même si ça fait plusieurs jours, nous sommes là. On sait que là où vous vous trouvez, vous battez des températures records, il y a des fortes chaleurs en Algérie actuellement. On parle également d'incendies criminels. Est-ce que vous, peut-être, vous avez des informations sur ce que vous voyez justement sur place? Ça a été confirmé par le Premier ministre aujourd'hui, qui était en visite ici à Tizi Ouzou. Ça a été confirmé. Il a clairement dit que c'était des incendies d'origine criminelle. D'ailleurs, même le premier jour, le directeur de la conservation des forêts de Tizi Ouzou avait déjà émis cette hypothèse, signalant que ça ne pouvait pas être anodin. 19 départs de feu simultanément, ça ne pouvait être que criminel. Et ça a été confirmé aujourd'hui par le Premier ministre. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous attendez des renforts? Comment, par exemple, la France peut aider? On sait que des marins-pompiers vont arriver sur place pour prêter main forte ici, là où vous vous trouvez. Comment peut-on vous aider? Est-ce qu'il y a un appel peut-être à lancer?
L'appel, oui, déjà, l'aide, elle s'organise ici au niveau local, au niveau national. Ça se passe très, très, très bien. Les dons affluent. Mais voilà, ce qui est de l'appel à l'international, ça, c'est du ressort de l'État algérien. C'est à lui de faire un appel en cas de besoin. Merci beaucoup, Aziz Oussif. Je vous remercie. Merci, bon courage, surtout dans votre travail depuis plusieurs jours. Je vous rappelle que vous luttez contre ces incendies en Kabylie depuis plus de 3 jours. Les incendies favorisés par les fortes températures en Algérie. En France, la chaleur s'installe également pour plusieurs jours. La Drôme et les Alpes de Haute-Provence sont placées en vigilance orange canicule depuis aujourd'hui. Vigilance orange également pour les orages dans 9 départements en France. Les habitants se prépare donc à lutter contre la montée du mercure. Le sujet est signé Flavien Charuel. Entre 35 et 39 degrés à Manosque aujourd'hui, 40 degrés à Aix-en-Provence hier. Comme dans toute la France, la semaine a été chaude, trop chaude, 2 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. Si bien que dans le sud-est de la France, 12 départements ont été placés en vigilance orange pour canicule ou orage. En attendant que les températures baissent, chacun a sa petite astuce. Le chapeau, je pense que ça fait vraiment beaucoup. Un grand verre d'eau et pas le masque. On va aller dans un restaurant où il y a la clim ? On va aller à la piscine. Pour les personnes fragiles, la période est sensible. Dans cette EHPAD de Grenoble, il faut se rafraîchir toute la journée. Cette résidente garde son brumisateur bien en main. Je ferme énormément, je me tiens dans l'obscurité et je bois beaucoup. On sort au moment où il fait moins chaud, en fin d'après-midi, puis le reste, on se met au frais. Au marché de Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence ce matin, pour se rafraîchir, on dévalise les stands des primeurs. Des fruits, des pêches. Regardez comme elles sont belles. Et les tomates, c'est rafraîchissant. Avec les orages, le mercure devrait baisser. Un soulagement attendu pour tous. La chaleur qui gagne tout le sud de l'Europe. En Sicile, les températures battent des records. 48,8 degrés relevés aujourd'hui sur l'île. Un record en Europe depuis le début des relevés. Le gouverneur local a demandé à ce que l'état d'urgence soit décrété pour les Malonies. Plusieurs incendies ont d'ailleurs été signalés. L'État italien qui promet des aides pour ceux qui ont tout perdu depuis plusieurs jours. Retour en France, la chaleur, mais du coup, il fait beau aussi. Le mauvais temps ces dernières semaines a retardé la récolte des fruits de saison. Par exemple, la Mirabelle. En Lorraine ou en Alsace, la qualité de ces fruits s'annonce moins bonne cette année à cause de la météo capricieuse. Le reportage est signé Grégory Fraise et Philippe Desantes. Un coup de vibreur et en quelques instants, les Mirabelles sont à terre. Il n'y a plus qu'à les ramasser. Premier jour de récolte, enfin. D'habitude, elle débute ici mi-juillet. Un mois de retard du jamais vu. La météo de cet été a tout chamboulé. C'est très compliqué vu la météo qu'on a eu. Beaucoup de pluie, énormément de pluie. Ça a retardé la maturité du fruit et du coup là, c'est pas mûr et c'est déjà mou, c'est déjà éclaté. Le peu de pluie qu'on a encore eu ces derniers jours a fait une catastrophe pour l'instant dans ce verger-là. Les arbres ont échappé au gelé du printemps. Il n'y a pas eu d'orage de grêle comme en 2017. Mais cette fois, c'est l'eau qui a noyé les sols. Résultat, une qualité très hétérogène. Donc là, sur un seul et même arbre, on va trouver des petites vertes, comme des complètement pourries. Mais ce qu'on a le plus cette année, c'est les éclatés. Donc ça, c'est invendable parce qu'une fois récolté, ça va pourrir. Moi, ça ne me désespère pas. Je pense qu'il y a de la remise en question, c'est sûr. Alors maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face et se dire bon, hop, c'est une mauvaise année, on verra ça, comment ça se trame l'année prochaine. On sait que, comme dit, le climat ne va pas aller dans notre sens avec le temps. Donc je pense que c'est à nous maintenant de nous adapter. Les Mirabelles les plus abîmées partiront en distillerie ou au mieux en industrie pour être transformées. Les meilleurs, les fruits de bouche, garniront les étals des magasins dans les prochains jours. Elles seront sans doute moins abondantes cette année. Il faudra savoir en profiter. Allez, on termine ce journal par cette image. Attention, âme sensible, à s'abstenir, surtout pour ceux qui ont peur du vide. Il s'appelle George King Thompson. Il est britannique et regardez, il a tout simplement décidé de grimper l'un des plus grands immeubles de Stratford à Londres. Évidemment, sans aucune protection. Il est toujours bon de le rappeler, c'est un professionnel. Attention, n'essayez pas de reproduire ça chez vous. Je vous propose plutôt de rester confortablement assis et de rester sur France Info. Bien sûr, l'info se poursuit.